First of all, I'd like really to thank the organizing committee for the invitation at uh, this event, which celebrates the birthday of Edmond Becquerel, really one of our heroes. And so I will try to connect Edmond Becquerel with my work, which has been which dealt, with extremely high light, and like I call extreme light, and I will give you some really I will describe first how we can generate extreme light, and then I will discuss some of the applications. There is something which is very, very exciting about Becquerel is when you look at Becquerel, you find three names, three scientists. The first one and is Antoine César Becquerel. The second is his son, Edmond Becquerel. And then you find, of course, the Henri Becquerel, which is a son of Edmond Becquerel. And so you have these three gentlemen, that covered about for 60 years, they covered, light and the birth of light, I would say, for 30 years, and light in all its aspects, okay? So it's very exciting. What I like very much is the fact that I'm connected the most with Becquerel, Henri Becquerel, for the radioactivity. But when we talk about Becquerel, I think we talk about the Trinity, okay? Because the work of all of them have been really in one direction. And that is this continuum of work between Antoine César and Henri Becquerel. And of course, going with Edmond Becquerel. So let me, that's right, that's I'm sorry. Okay, so one slide. Yeah, one slide I like a lot is this one. Que j'aime particulièrement, c'est cette diapo parce que vous voyez Henri Becquerel, Marie et Pierre Curie, et ensemble, ils ont été décernés un prix 1903, un prix pour la radioactivité, et c'est très semblable à ce qu'il faut savoir, c'est que Marie Curie était étudiante d'Henri Becquerel. Et c'est comme moi, j'étais avec mon étudiant Donna Strickland. Donna Strickland est la troisième femme à obtenir le prix Nobel en physique. Et Marie Curie était la première. Okay, tell me what I'm supposed to do. To do it. Okay, so you see, for me, I found this. J'ai trouvé cette photo vraiment très émouvante et
J'aime beaucoup cette photo avec Donna. D'être l'enseignant, le professeur, un lauréat du prix Nobel, c'est quelque chose dont on peut être fier. Alors, j'aimerais vous parler de ma passion pour la lumière extrême. La lumière que je génère est une lumière d'une intensité formidable. Je vais vous expliquer comment on peut produire une lumière d'une telle intensité. Le genre de laser que nous allons utiliser, c'est un laser qui envoie des éclats de lumière très courts, un milliard de seconde. C'est des éclats de lumière très, très, très brefs. Et comme nous pouvons avoir ces pulsations très courtes, si nous arrivons à les émettre avec une quantité relativement petite d'énergie, ces pulsations sont tellement courtes qu'il est possible d'obtenir des pics d'énergie très élevés. Alors, par exemple, nous pouvons produire 100 joules, qui est une quantité très petite d'énergie. Vous avez 10 pétawatts est un 20e de la puissance solaire qui frappe la Terre. Et cela est 3000 fois de plus de puissance distribuée dans tous les réseaux électriques de la planète. C'est une énergie extrême qui est émise pendant un temps très, très court. Et je vais vous expliquer comment nous pouvons utiliser cette énergie. Alors, si nous concentrons cette puissance, qui est un 20e de la puissance de la lumière incidente du Soleil sur la planète Terre, si vous pouvez concentrer cette puissance la densité de la puissance qui est immense. Cette intensité est immense et donc et la pression de la radiation ou des rayonnements qu'on obtient est immense. C'est 1 million de fois l'interprète s'excuse parce que le son vraiment ne permet pas d'entendre tous les mots. Au mieux, soyez tolérants. Donc, on peut produire une pression, une énergie très forte, mais vous pouvez obtenir une accélération assez impressionnante. Et cela est très utile pour l'expérimentation, l'application que je vais vous présenter. Alors, cette énergie très intense, de pouvoir l'utiliser, cela, nous passons de la physique atomique à la physique subatomique. La physique atomique, c'est du domaine de l'électron-volt. Et si nous passons du côté subatomique, désolé, j'entends pas. L'interprète n'entend pas. Donc, c'est une idée que je veux vous présenter.
c'est qu'à présent, nous passons du domaine atomique au domaine subatomique. Alors, comment générer cette intensité très élevée? Alors, c'est de la manière suivante. Amplification technique of Chirp-Pulse Attention, d'un système qui s'appelle Chirped Pulse Amplification. Alors, nous avons des pulsations très courtes créées par un oscillateur au niveau nanojoule, et ces pulsations sont très courtes. Donc, une fréquence très large. Et cette pulsation très courte, ce que nous allons faire, comme nous ne pouvons pas l'amplifier directement, car immédiatement, nous aurions une intensité très forte et cela produirait un effet non linéaire qui pourrait endommager la composante optique. Avec une pulsation très courte, nous sommes limités en matière de densité auparavant. Maintenant, avec cette nouvelle technique, nous allons passer outre ces problèmes. Nous prenons une pulsation très courte. Elle sera étirée parce que la pulsation, comme je le disais, une bande passante très large. On va l'étirer 10 000, 100 000 fois, même 1 million de fois. Et une fois que vous l'avez étiré, l'intensité a été baissée et vous pouvez, à ce moment, amplifier cette pulsation de manière efficace sans détruire l'amplificateur. Et une fois que vous avez recueilli l'énergie à la sortie de l'amplificateur, vous faites l'opposé de ce que vous avez fait, vous allez compresser la pulsation pour obtenir la valeur initiale. Et maintenant, vous pouvez produire une énergie, une puissance très élevée. Voici les genres d'intensité que nous pouvons produire. Nous avons pu produire au long des années, en 1960 au début, jusqu'à présent. Nous pouvons constater qu'il y a une montée en puissance très forte. Nous sommes arrivés à un seuil qui risque, à un moment, qui risque de détruire le matériel. Et c'est en 1985, nous avons développé cette technique avec le Chirped Pulse Amplification. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu augmenter les régimes et donc l'intensité de la puissance. Et nous avons pu passer dans de nouvelles domaines physiques d'interaction entre les matériaux avec les lasers. Et le prochain niveau, c'est le niveau relativistique, les optiques relativistes, ce que j'appelle l'optique relativiste, ultra-relativiste. L'intensité est tellement forte que les électrons vont être poussés. Et c'est proche de la vitesse de la lumière. Et cela, avec les optiques relativistes,
va nous mener à un genre d'optique tout à fait nouvelle. Voici l'effet sur les électrons, la charge des électrons, E plus VC plus V sur C, B. La vélocité des électrons, dans la plupart des cas, la vélocité de l'électron est tellement petite par rapport à la vitesse de lumière. Cela nous permettra, l'interprète s'excuse, mais il n'entend pas, c'est trop difficile pour faire une traduction précise. Et donc, avec le laser, les électrons l'électron va pouvoir se mouvoir. Ce ne sera pas uniquement le champ électrique, mais le champ magnétique et l'électron. B traverse B, la vélocité va dans les directions plus larges et le champ électrique et le champ magnétique qui se complètent. Vous allez avoir B par B donc il y aura un parallèle avec les directions de propagation. Alors, il y aura un mouvement parallèle par rapport à la direction de propagation. C'est un changement radical. Une fois que vous avez cela veut dire que je serai à même maintenant d'obtenir le champ formidable pour accélérer les particules dans la direction de propagation. C'est très important comme application. Nous allons pouvoir accélérer les particules sur un champ très vaste et obtenir des accélérations très très fortes. Donc la production d'électrons à haute énergie simple, nous envoyons une pulsation laser dans un plasma. Nous séparons les électrons et les ions et vous avez les électrons qui seront accélérés dans ce champ phénoménal. Et ce qui est remarquable, c'est le champ d'accélération est énorme. C'est de l'échelle GeV par centimètre, qui est 1000 fois, facilement 1000 fois plus que l'on peut faire avec une méthodologie traditionnelle. No, shouldn't be. Oh, okay. Strange. So you see, as I said. Alors, comme je le disais, nous avons un système qui nous permet de générer
des particules GeV sur quelques centimètres. Alors, les systèmes traditionnels, des accélérateurs linéaires, cela permet d'obtenir 46 GeV sur 3,2 km. Et bien entendu, avec le laser, devrait être de l'ordre de 50 cm. C'est énorme comme amélioration. L'autre chose, c'est l'électron, les électrons qui sont accélérés à partir de 0 jusqu'à la vitesse de la lumière pendant une période très courte subit une accélération immense. 10 à la puissance 22. C'est la manière par laquelle on peut accélérer et placer ces électrons ces accélérations. Si on compare ça au principe d'Einstein, ces électrons sont soumis à cette accélération qui correspond à correspond à un trou noir. Hein? Ce qui se passe dans un trou noir. C'est remarquable ce que nous arrivons à produire en laboratoire à présent. Les autres applications très importantes sont des applications sociétales. Et parmi ces applications, vous avez en médecine le fait que nous pouvons produire, qu'on puisse accélérer les particules sur des distances très courtes, nous permet d'avoir des accélérateurs très compacts que nous pouvons, nous espérons un jour, utiliser dans tous les hôpitaux pour des thérapies du genre protonthérapie. C'est une technique de pointe, une thérapie de premier choix pour traiter le cancer, par exemple. Cette thérapie proton est bien préférable à d'autres thérapies avec des électrons. Parce que sinon, vous allez brûler les tissus autour de la tumeur. Mais avec le proton, on peut vraiment cibler cette énergie et de la déposer vraiment à la bonne intensité, au bon endroit. Et on peut vraiment avoir une approche beaucoup plus sélective en ajustant les distances pour le rayonnement de ces énergies par laser. C'est une des applications importantes. L'autre application est très importante et c'est pour la production d'énergie. Nous savons à présent nous n'avons pas de méthode pour produire suffisamment d'énergie ou de manière propre. Et en utilisant la lumière extrême, nous devrions pouvoir produire suffisamment d'énergie ou de l'énergie en abondance et de manière propre.
Pourquoi faire produire de l'énergie nucléaire traditionnelle quand on peut le faire de manière beaucoup plus propre? Mais le nucléaire et le thorium peuvent être très efficaces. On peut avoir 1 gigawatt d'énergie. Alors, si vous voulez produire la même quantité d'énergie avec le charbon, il faut 3 milliards de tonnes. Si on utilise le thorium, pour la même énergie, vous pouvez utiliser une toute petite quantité de thorium. Donc, si nous pouvons résoudre le problème des déchets nucléaires, il serait bien évidemment préférable de produire l'énergie nucléaire. Lorsque vous produisez lors de la fission nucléaire, les neutrons, certains neutrons peuvent être capturés par ce qui peut transformer le noyau. Avec Donna, nous avons eu la chance de rencontrer le pape et de parler à ce sujet, parce que le pape s'intéresse à cette problématique de l'énergie propre pour l'humanité. Et nous étions en train de discuter avec le pape, on parlait de ce travail sur la lumière extrême que nous faisons. Une autre application très importante, et ensuite je m'arrêterai après cela, il s'agit de nettoyer l'espace. Comme vous le savez, l'espace est plein d'une quantité énorme de débris suivant les premiers lancements de fusées et de satellites avec Sputnik en 1957. Et à présent, nous avons une situation dans laquelle nous avons des millions de débris qui tournent autour de la planète. Et certains débris sont de grande taille. Certains débris sont de taille d'1 mètre cube. Mais vous avez des millions de fragments et qui sont d'une taille d'1 centimètre. Et nous savons que ces débris, que ces fragments se meuvent 10 fois plus rapidement que les projectiles les plus rapides. Donc, cela peut occasionner des dommages énormes. Il y a à présent environ, nous envoyons 4 fois 7000 tonnes en espace. Donc, c'est l'équivalent de 4 tours Eiffel envoyées en l'espace. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo et je m'arrêterai après cette vidéo et nous présentons ce que nous pouvons faire pour nettoyer tous ces déchets qui flottent dans l'espace autour de la planète. Je vais démarrer en parlant d'un événement qui a lieu quelques années lorsque les Chinois
tenté de qu'ils pouvaient envoyer un satellite, un de leurs propres satellites, avec une fusée dans l'espace. Et en faisant cela, ils l'ont fait. Ils ont réussi mais leur objectif, mais malheureusement, cela a produit une quantité énorme de fragments, de déchets qui ont été répandus. Et c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Cette vidéo va vous montrer cela. Ensuite, vous montre comment nous allons nettoyer l'espace. Nous n'allons pas zapper les déchets avec des lasers, mais nous allons les bousculer ou les pousser doucement avec des lasers afin de procéder à une ablation d'une partie des débris. Et cette ablation va avoir un effet de fusée en quelque sorte et va remettre ces débris en orbite. Et ces débris seraient brûlés dans l'atmosphère par la suite. C'est l'extrait que vous allez voir et vous allez voir que nous utilisons un nouveau genre de laser qui est basé sur des fibres et des matières à base de fibres. Okay. Okay. Well, I guess we have a problem. We cannot. Nous avons un petit souci avec le son. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci Gérard Moreau pour ce voyage passionnant dans la physique des lasers et les applications de cette lumière intense. Il est fascinant, très intéressant d'avoir votre perspective là, dans ce domaine. Alors, une question pour l'application. Comment vous avez eu l'idée d'utiliser les lasers pour cette application? Oui, il y a une application dont nous n'avons pas parlé. Which is a fantastic application because now millions of une application nous pouvons appliquer pour traiter des millions de personnes. Alors, souvent dans la science, c'est par accident, c'est un accident tout bête. Une de mes étudiantes était en train d'ajuster le laser et en ce faisant, le laser l'a frappé dans l'œil. C'était un étudiant chinois. Il était vraiment catastrophé parce qu'aux États-Unis, lorsque vous avez un accident de ce type, il faut fermer le laboratoire immédiatement. Et il était désolé catastrophé parce qu'il en était responsable. Il dit, je suis désolé et je me suis blessé avec ce laser dans l'œil. Je lui dis, mais t'inquiète pas, allons tout de suite à l'hôpital pour voir ce qu'on peut faire. Et à l'hôpital,
L'interne qui a examiné mon étudiant, il dit, mon Dieu, oui, effectivement, vous avez été blessé par le laser, mais c'était incroyable. Et l'étudiant demandait pourquoi? Parce que c'est une blessure parfaite, très propre comme blessure, très petite et très propre. Et l'interne a immédiatement compris quelle serait l'application pour ce laser au niveau de l'ophtalmologie. Je dois dire, bien entendu, avant, les ophtalmologues utilisaient des lasers avec des pulsations très longues, mais cela occasionnait énormément de dégâts. Ce n'était pas propre. Mais avec ce laser, c'est un scalpel idéal, très, très propre. Les bords de la blessure sont absolument nets. Et bien entendu, le président du centre de recherche a su que c'était un accident. On a eu une réunion et l'Université de Michigan, où j'étais à l'époque, nous allions débattre de ce que nous allons faire. Est-ce qu'on devait fermer le laboratoire? Et j'ai fait une présentation à ce sujet. Et après la présentation, mon laboratoire a été fermé. Mais après, allait être fermé. Mais après la discussion, l'échange, il y a une autre réunion. Le président m'a dit, mon Dieu, Gérard, il m'a dit, nous avons décidé de vous donner un demi-million de dollars pour développer votre activité dans cette. But I think a lot of times, people say, "Okay, what's the difference between?" On nous pose souvent la question de savoir quelle est la différence en termes de recherche entre la France et les États-Unis. J'ai toujours cette histoire à l'esprit. Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de différence. Il a fallu quelques années, bien entendu, pour obtenir l'homologation de la FDA aux États-Unis. Et ça a été un succès retentissant. Merci infiniment, Gérard Moreau, de cette intervention et de ce témoignage extrêmement personnel. Donc, notre ordre du jour est un petit peu bouleversé, mais peu importe. Peu importe. Merci infiniment à Gérard Moreau. Nous allons maintenant entendre l'intervenant suivant.